Les grands moyens. Ça s'appelle une disqueuse. La mission d'aujourd'hui, c'est retirer les cadenas Airbnb. À la demande de la mairie de Paris, cet employé municipal fait sauter les boîtes à clés des locations saisonnières. La municipalité entend faire passer un message fort à certains propriétaires parisiens. La cible de tous ces dispositifs de régulation qui sont mis en place, ce ne sont pas des propriétaires qui louent leur logement occasionnellement pour mettre un peu de beurre dans les épinards. La cible, ce sont des multipropriétaires qui ont décidé d'en faire un commerce, c'est-à-dire des gens qui achètent plusieurs appartements, parfois même des immeubles entiers, qu'ils transforment en hôtels clandestins. Paris compte 95 000 logements mis en location saisonnière, 2 fois plus qu'en 2022. Et le phénomène ne touche pas que la capitale. Dans certaines villes comme Saint-Malo, la location touristique a pu représenter jusqu'à 30% du parc locatif. Et les conséquences sont là. Certains habitants et employés de ces localités n'arrivent plus à se loger, comme ici à Bidart, dans le Pays Basque. Ça fait 1 an que je cherche et c'est vraiment la galère pour cette région. Alors que le terme surtourisme vient de faire son entrée dans le Robert cette année, peut-on réguler ses conséquences sur l'immobilier? Faut-il limiter, voire interdire la location d'appartements aux touristes? Comment concilier l'accueil des voyageurs et la qualité de vie des riverains? Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir Jacques Baudrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Et selon vous, si on laisse faire le marché, au bout de 30 ans, il n'y aura plus aucun logement à louer à Paris, dites-vous, comme c'est déjà le cas à Barcelone. Le vrai problème, c'est qu'il y ait tant de gens avec assez d'argent pour posséder des résidences secondaires en ville, c'est-à-dire des appartements qu'ils laissent vides la plupart du temps. À vos côtés, maître Lorraine Derry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée en location touristique et en droit immobilier. Vous êtes la principale représentante des propriétaires dans les affaires qui les opposent, notamment à la mairie de Paris. Selon vous, les propriétaires qui souhaitent pratiquer la location saisonnière se sentent victimes d'une chasse aux sorcières. Ils ont payé cher pour, dites-vous, avoir un droit de propriété. Ils estiment avoir donc le droit de louer comme ils l'entendent. Et puis, Vangelis Panayotis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de MKG Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans l'hôtellerie et le tourisme. Selon vous, le surtourisme ne concerne que quelques semaines par an, comme quelques sites également, comme par exemple les Calanques de Marseille. Les collectivités locales ont dépensé beaucoup d'argent pour attirer les touristes et maintenant, certaines localités disent qu'elles n'en veulent plus. Il faut donc trouver un point d'équilibre. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. Oui, 8, comme le nombre de villes françaises qui obtiennent la plus mauvaise note au classement Touriscore. Alors, qu'est-ce que c'est que ce classement? Eh bien, c'est un petit peu comme le Nutri-Score sur les paquets de céréales. Ça va de A en vert à E en rouge. Il s'agit d'un indicateur de pression touristique classé en E. Donc, tout en bas du classement, on retrouve Paris, Marseille, Nice, Aix, Annecy, Antibes, Avignon ou encore Cannes. Jacques Baudrier, vous n'êtes pas très surpris de voir Paris sur la liste des mauvais élèves? Paris est une ville extrêmement attractive, avec beaucoup de touristes. Notre but n'est pas que le volume de touristes augmente, mais de mieux le répartir. Moi, mon sujet en tant qu'adjoint au logement, c'est que le tourisme n'impacte pas trop les logements des Parisiens. Donc c'est pour ça que depuis 10 ans, on a mené une bataille contre les meublés touristiques illégaux. Et cette bataille, on est en passe de la gagner, puisqu'on a obtenu le vote d'une loi qui nous permet maintenant de réprimer les pratiques illégales. Donc les meublés touristiques illégaux, il y en a environ 25 000 à Paris. Ce nombre va se réduire très fortement et c'est plus notre problème numéro 1. Notre problème, le problème du logement, c'est lié maintenant au trop grand nombre de résidences secondaires. Et là, il y en a 300 000. On va en parler de tout ça. Mais Vangelis Panayotis, c'est vrai qu'on l'a vu, le mot surtourisme est rentré donc dans le dictionnaire. Quelle serait votre définition? Moi, j'aime pas beaucoup la logique de surtourisme parce qu'on va opposer les voyageurs, les visiteurs avec les locaux. On vit dans un monde où on a plus besoin de connecter les gens. On voit bien qu'on a beaucoup d'anxiété. Je vous épargne l'actualité en ce moment. Donc, c'est quand même bien qu'on se rencontre, qu'on se découvre, qu'on découvre des cultures, qu'on montre ce que la France a à offrir aussi en termes de savoir-faire. Donc, l'idée, c'est de trouver plutôt quelque chose de mesuré, d'équilibré. On voit bien aujourd'hui que toutes les régions ou les départements vont avoir des arbitrages budgétaires à faire. Donc, c'est quand même compliqué de dire que cette activité économique qu'est le tourisme, que tous les pays cherchent à développer, nous, on va trop la contraindre. Il faut l'encadrer, mais il ne faut pas trop la contraindre. Maître Derry, finalement, c'est le problème du logement. Pour les habitants qui habitent sur place, on a bien compris le nerf de la guerre. Ce sont vos clients, en fait, les méchants dans l'histoire. Oui, il semblerait, mais il faut aussi les comprendre. Et alors, je ne sais pas si je peux parler de ça maintenant, mais
En face, on a aussi des lois qui ne sont pas adaptées pour les logements de location de longue durée. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un locataire ne paye pas, les propriétaires sont confrontés à 1 an et demi au minimum de procédure et sans pouvoir récupérer leur loyer ou d'une manière très difficile. Parce qu'ils sont bien souvent tentés d'aller du coup faire de la location à court terme, Airbnb par exemple. Oui, parce que je pense que beaucoup de choses sont aussi à réguler. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que cette année, on a énormément parlé de surtourisme et de problèmes liés aussi à ces locations. Mais il y a une époque où en France, on n'en parlait pas du tout bien de ce sujet. On va repartir en 1959. Vous allez voir, c'est d'autres vacances. À l'époque, on n'avait pas encore inventé le mot surtourisme, mais certains sites font déjà rêver tous les Français, comme Saint-Tropez. Et pourquoi pas oser le bikini? C'est vrai que c'est tentant. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes en train de prendre un bain de soleil. Oui. Vous passez vos vacances à Saint-Tropez pour quelle raison? Oh, j'adore Saint-Tropez. C'est merveilleux. Vous êtes simple, vous, hein? Très simple. Merci. Allons voir un peu plus loin. Donc, vous passez vos vacances à Saint-Tropez pour quelle raison, monsieur? Pour avoir du soleil. Évidemment, mais il n'y a pas qu'ici qu'il y en a. Et vous, mademoiselle? Pour m'amuser. Oui. Bon, et vous, mademoiselle? Moi, j'habite Saint-Tropez. Ah, c'est une bonne raison. Vous avez quel âge? 15 ans. 15 ans. Vous ne les paraissez pas, merci. Dites-moi, monsieur Despas, faut-il dire Saint-Tropez ou Saint-Tropez? À Saint-Tropez, les Tropéziens disent Saint-Tropez. C'est à Paris qu'on dit Saint-Tropez. Ah non, à Paris, on dit Saint-Tropez. Oh, ça, c'est une horreur, ça. Merci beaucoup. Nous étions en 1959 et c'est vrai que ça paraissait très loin des sujets d'aujourd'hui, mais c'est vrai que Jacques Baudrier, quand on voit ça, on voit une certaine innocence. Pourquoi à un moment, finalement, ce sujet s'est imposé de ce problème de location de vacances, d'Airbnb? Pourquoi ça s'est imposé? Parce que c'est un moyen de gagner plus d'argent. Donc un certain nombre de propriétaires, malgré la régulation, les lois qui ont été mises en place, se sont dit on va ne pas respecter la loi et essayer de gagner encore plus d'argent. C'est l'appât du gain. C'est pour ça que nous, à Paris, qui est la première destination touristique mondiale, donc évidemment on a été de plein fouet victime de ces avancées des meublés touristiques illégaux. Et il y a eu donc une longue bataille qui a été menée, qui a duré 10 ans, et qu'on a gagné, alors ça c'est la bonne nouvelle, en novembre dernier, ce qui fait que le nombre de meublés touristiques illégaux est resté limité. On l'a limité à 25 000, et maintenant, on est en train de gagner de très nombreux procès contre un certain nombre de personnes que défend madame à ma droite. Et donc, ce nombre de logements meublés touristiques illégaux va se réduire. Mais néanmoins, aujourd'hui, et on parle beaucoup de tourisme lié au problème de logement, aujourd'hui, on a un problème majeur dans toutes les grandes villes attractives, et ce n'est plus à Paris lié aux meublés touristiques illégaux, c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus important, 12 fois plus important, c'est les résidences secondaires. Alors, Vangelis Panayotis, pourtant, une chose, à peu près même question, ça répond tout de même à une demande. Si on parle, il y a plus de touristes, donc il faut les loger à un moment, non? Oui, tout à fait. En réalité, on n'a pas développé suffisamment d'offres, notamment hôtelières, ce qu'on appelle l'hébergement marchand. Il y a eu tout ce lobbying des professionnels, tels que les hôteliers, pour dénoncer une concurrence déloyale avec ces fameux meublés de touristes qui n'ont pas les mêmes réglementations, ni les mêmes accès handicapés, etc. etc. Je vous épargne tout l'écueil. Donc là, c'est bien, il va y avoir un rééquilibrage. Mais il faut garder à l'esprit que le tourisme, c'est une politique de l'offre. Et en France, on a manqué d'ambition en termes de développement de l'offre. Et ce sont des alternatives qui ont permis de répondre à ces besoins-là, puisqu'il y a eu des clients qui sont venus, il y avait une vraie demande. Donc il faut qu'on rééquilibre ces logiques-là, qu'on rééquilibre les flux, qu'on arrive à irriguer davantage et de façon plus efficace le territoire d'un point de vue économique en termes de tourisme. Il y a du tourisme, il y a de la demande, il y a des dépenses. Il faut maintenant qu'on organise ça intelligemment. Lorraine Derry, aujourd'hui, les locations Airbnb sont limitées à 90 jours par an, 3 mois par an. À Paris, à Marseille aussi, oui. Bientôt à Lyon. Finalement, il n'y a plus de problème. Alors ça, c'est pour les résidences principales. Ouais. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'était 120 jours par an. Les maires de chaque commune peuvent abaisser ce seuil jusqu'à 90 jours. Alors, il n'y a plus de problème, ça dépend de quel point de vue on se place. S'agissant des propriétaires que je défends, et puis pas que, je ne vois pas à quoi sert cet abaissement de seuil, puisqu'au final, il y a un mois vacant. Enfin, une résidence principale, c'est un appartement qu'on occupe au minimum 8 mois dans l'année. Donc concrètement, ça voudrait dire qu'on serait en droit de le louer dans les 4 mois restants. Donc je ne vois pas ce que ça change qu'on puisse louer 3 mois, qu'on puisse louer que 3 mois et non pas 4 mois comme c'était jusqu'à présent. Et je trouve que ça impacte le coût des ménages. Qu'est-ce qu'on risque si on va au-delà des 90 jours? Vous risquez 10 000 € d'amende qui va être bientôt portée à 15 000. Voilà, et pas que. Alors, mais Jacques Baudrier, c'est vrai que là où on peut se poser aussi la question... par année.
En infraction, pardon. Là, on peut se poser la question aussi par rapport à ce combat. Vous nous l'avez dit, vous avez mené, notamment avec cette loi donc, de novembre 2024 pour limiter Airbnb et son développement aussi en France. C'est qu'on a l'impression qu'aussi qu'une ville comme Paris, peut-être, ne souhaite accueillir que des touristes fortunés, puisqu'Airbnb s'adresse aussi à des gens qui recherchent un habitat plus modeste. Non, alors il y a beaucoup, les locations, il y a beaucoup déjà. On n'est pas opposé à Airbnb par principe, on est opposé à locations Airbnb illégaux. Il y a plein de Parisiens modestes, de classe moyenne, qui louent leur logement, leur résidence principale, moins de 90 jours par an. Il y en a des dizaines de milliers, et c'est très bien. Et s'il y en a plus, c'est absolument pas un problème. Et s'ils peuvent arrondir leur fin de mois, on est très content pour eux, il n'y a aucun problème. Le sujet, nous, c'est quand ces activités sont l'objet de professionnels qui ont souvent 5, 10, 15, 20 logements et qui les louent toute l'année. Et donc qui enlèvent des logements aux personnes qui souhaitent habiter Paris. Et il n'y a jamais eu autant de gens qui souhaitent habiter Paris. On n'a jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux, on n'a jamais eu autant de réponses aux annonces de location dans le privé. Donc nous, notre but, c'est de protéger, de ne pas d'empêcher les gens de louer leur résidence principale dans le cadre de la loi. Ils sont très nombreux, tant mieux, mais c'est d'empêcher les dérives. Donc nous, on s'est attaqué aux dérives uniquement, qui sont massivement le fait de personnes qui sont multipropriétaires de très nombreux logements qui louent toute l'année. Vangelis Panayotis, on peut dire quand même qu'un touriste qui entre dans une ville, c'est aussi de la taxe de séjour pour la collectivité, c'est de l'argent qui rentre. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que dans les mois qui viennent, on va pouvoir faire le bilan de cette première mise en place. Donc, on va avoir certains résultats. On voit que, notamment dans le Pays Basque, à Hendaye ou autre, on commence à sentir effectivement qu'il y a un petit manque de recettes parce qu'ils ont été très restrictifs dans l'usage qui leur a été fait avec la nouvelle loi. Donc, oui, ça va y avoir un vrai enjeu économique à un moment donné auquel on va être confronté. Je pense qu'aujourd'hui, on a un trésor national, comme c'était dit par un de nos ministres, qui est le tourisme. Il faut que collectivement, on trouve la bonne façon de mettre en marché notre pays, qui est quand même un pays extraordinaire. Je crois qu'on a une génétique touristique qui est exceptionnelle. Il n'existe pas d'autres pays dans le monde où sur si peu de mètres carrés, vous avez de la montagne, du littoral, le no-tourisme, etc. Donc on a une chance, mais il faut qu'on arrive à organiser et à planifier la mise en marché de notre destination. Alors le tourisme qui fait fonctionner l'économie locale, c'est pas très nouveau. Encore faut-il que l'argent soit bien reversé. Récemment, l'île d'Oléron a décroché une victoire judiciaire contre Airbnb en appel. La plateforme a été condamnée à reverser à la collectivité les taxes de séjour qu'elle avait collectées mais qu'elle n'avait pas distribuées pendant 2 ans. Évidemment, le maire du château d'Oléron est ravi. C'est un vrai bonheur de voir que après une procédure en première instance, ça a été confirmé en appel. Et là, on aura à peu près 8,6 millions, je crois, d'indemnités compensatrices sur les 2 années. Donc c'est une belle victoire, mais je le dis avec mesure et modestie. Il ne s'agit pas d'un conflit ouvert avec Airbnb, mais il s'agit de faire en sorte que la loi soit respectée. Il n'y a pas qu'à Oléron, il y a d'autres villes comme ça où Airbnb, même Le Bon Coin, les plateformes ont été rattrapées par la patrouille. On a du mal à comprendre, Jacques Baudrier, comment ces multinationales ont pu oublier de reverser la taxe de séjour. Oui, alors surtout le principal problème, c'est qu'ils ont oublié d'inciter à faire respecter la loi. Parce qu'ils savent bien, on sait que la loi, c'était 120 jours, maintenant c'est 90 jours. Ils ont accepté, Airbnb a accepté que l'essentiel de son business soit fait à Paris par des gens qui ne respectaient pas la loi. Donc c'est ça le premier problème. Alors ne pas verser la taxe de séjour, c'est un problème, mais enlever des dizaines de milliers de logements à toutes les personnes qui souhaitent habiter Paris comme toutes les autres villes touristiques, c'est le principal problème. Nous, notre but n'est pas de prélever des taxes, notre but c'est qu'il y ait des logements pour que les gens puissent se loger. Je suis adjoint au logement, c'est ça notre priorité. Donc nous, notre but, si on a fait, grâce à la loi qui a été votée, augmenter le niveau des taxes, et surtout le plus important, c'est qu'il y avait des trous dans la raquette dans la législation française qui faisaient qu'on perdait beaucoup de nos procès. Donc madame gagnait beaucoup de procès contre la ville de Paris jusqu'en novembre dernier. Maintenant, elle en perd beaucoup. Non, j'ai pas encore perdu. Mais vous allez en perdre beaucoup, voilà. Vous le savez, on a discuté. Donc, ce qui va faire baisser de façon très importante le nombre de logements loués illégalement. C'est-à-dire le message que je peux donner aux propriétaires d'Airbnb illégaux, vous allez payer jusqu'à 100 000 € d'amende par logement et par an, arrêtez de louer de façon illégale, louer sur la longue durée, et en plus il y a énormément de demandes, il y a énormément de personnes qui seront heureuses et heureux de pouvoir vivre à Paris sur un logement en longue durée. Maître Laurent Derry, qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que vous allez gagner alors que c'est vrai que la loi a changé depuis novembre? Non, je veux juste reprendre quelque chose. Les sanctions pour les résidences secondaires aujourd'hui, c'est 100 000 € non pas par an, parce que sinon je crois que nos propriétaires vont
vont se flinguer ce soir. C'est 100 000 €, c'est déjà suffisant. Alors, il est vrai qu'il y avait une faille dans la loi pour les résidences secondaires et que la ville avait du mal à rapporter la preuve de l'usage d'habitation. Aujourd'hui, la loi a été modifiée. Elle est évidemment, la ville a tout fait pour que ça aille dans son sens. Et donc, naturellement, il y a de fortes chances que les dossiers portant sur les résidences secondaires, nos clients vont être condamnés, mais néanmoins, il y a quand même un pouvoir d'appréciation souverain du juge, et évidemment, c'est un montant maximal. Cette amende est minorée en fonction du profil du contrevenant, et voilà. Et donc, on va être loin des 100 000 €, à part vraiment pour les profils les plus... On sent que c'est une loi quand même qui peut... voilà, qui va peut-être... Ah bah oui, de toute façon, on le savait. Ah d'accord, vous le saviez, très bien. Vous le savez. Très bien. Si vous le saviez, alors tant mieux. On a tout fait pour qu'elle soit comme ça. Ah d'accord, formidable. Alors, Vangelis Panayotis, c'est quoi le problème des résidences secondaires finalement? C'est le problème de ces logements vides pendant l'année? Oui, c'est ce qu'on appelle les lits froids. Ça ne plaît pas beaucoup aux destinations touristiques parce que vous allez avoir pendant 3-4 semaines effectivement de l'occupation, mais le reste du temps, on a besoin de faire vivre les commerces, les écoles, etc. Et donc c'est assez problématique, notamment pour les destinations type station de montagne l'hiver ou, allez, on parlait de Saint-Tropez, on va dire ça correctement. Tous ces clients très fortunés, dont on est effectivement très content de les accueillir en France, et des dépenses qui sont réalisées, c'est très bon pour l'exportation, c'est réalisé sur notre territoire. Il faut des gens pour les servir. Il faut des gens pour faire le ménage dans les chambres, servir au restaurant. Et ces saisonniers-là, il faut pouvoir les loger. Donc évidemment, quand vous avez une gentrification comme ça qui s'opère au niveau du prix du loyer ou du prix de l'immobilier dans son ensemble, vous ne pouvez plus loger les gens qui sont nécessaires à faire tourner l'économie touristique de ces destinations. Donc il faut avoir aussi des politiques qui permettent d'avoir ce type de logement et qui permettent ensuite de trouver l'équilibre entre ces lits froids et ces lits tièdes ou chauds. Un mot, mettre juste sur un point de droit. Vous savez, s'il y a un objet très symbolique sur ces locations, c'est les boîtes à clés. Oui. On en voit partout, dans toutes les villes de France, que ce soit à Marseille aussi, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est possible, ça, de l'interdire, cet objet, dans les villes, qui est tellement symbolique? Je pense que vous parlez peut-être des boîtes à clés sur les immeubles. Exactement, oui. Oui, sur les immeubles, on peut l'interdire parce que de toutes les façons, on ne peut pas s'amuser à poser une boîte à clés dans une copropriété sans l'accord de la copro, tout simplement, parce qu'on touche à la façade de l'immeuble ou aux parties communes. Donc, quoi qu'il en soit, le propriétaire qui s'amuse à l'installer sans accord, d'une part, c'est visible, et d'autre part, il s'expose à une action de la copro. Sur les boîtes à clés, justement, cet objet qui est devenu très symbolique. C'est un objet, c'est un vrai symbole. D'ailleurs, on a passé un décret pour les interdire dans l'espace public à Paris. On ne l'avait pas fait auparavant, mais là, on l'a fait il y a quelques mois. Et donc maintenant, tous les Parisiennes et les Parisiens peuvent nous signaler les boîtes à clés dans l'espace public. Dans ma rue, c'est l'application Dans ma rue, c'est gratuit, vous la téléchargez. Il y a des dizaines de milliers, même centaines de milliers de Parisiens qui l'utilisent pour améliorer la qualité de vie à Paris. Donc, signalez-le nous et les services de la ville les enlèvent. Ça marche très bien. C'est noté. Allez, on va voir avec vous, Natacha, que le surtourisme, ça peut toucher aussi des petites communes, et notamment celles qui participent au jeu concours. C'est assez étonnant. Le village préféré des Français. Peut-être que vous-même, vous avez déjà voté pour le village de votre enfance. Depuis 2012, l'émission de France Télévisions, animée par Stéphane Bern, invite le public à plébisciter son site préféré. Alors, chaque année, c'est un succès d'audience, un gros coup de projecteur, et sur place, tout le monde se mobilise pour gagner le concours, mais le lendemain, le réveil peut parfois être difficile. À Rochefort-en-Terre, par exemple, en Bretagne, dès sa victoire, 80 camping-cars ont débarqué. À Saint-Cyr-la-Popie, dans le Lot, la fréquentation a augmenté de 87%. Sainte-Suzanne, dans le Pays de la Loire, qui accueille dorénavant 150 000 visiteurs par an. Alors, face à l'afflux, certains villages sont obligés d'ouvrir des offices de tourisme, comme à Talmont-sur-Gironde, en Charente-Maritime. Et puis, on a à Collioure, sur la Côte-Vermeille, lauréat 2024. Là, un an plus tard, on voit que la saison touristique s'est allongée, avec l'accueil de plus de 10 000 visiteurs par jour, l'été, pour 3 000 habitants à l'année. Alors on voit que cette nouvelle notoriété, tout de même, à double tranchant. Ben oui, parce qu'on se notamment sur le marché immobilier local, ce dont on parle, à Mer-les-Bains, dans les Hauts-de-France, deuxième village préféré des Français en 2024. Le prix de l'immobilier a bondi, une hausse de plus de 20%. Les acheteurs viennent de partout pour des locations saisonnières ou de la résidence secondaire, sans parler du tourisme de masse, même dans les bourgs plutôt confidentiels, l'éclosion de boutiques à souvenirs, et puis
des habitants qui regrettent que leur village ressemble de plus en plus à Disneyland ou à une attraction comme ça touristique. Alors, Jacques Baudrier, est-ce que c'est pas notre ambivalence? On a envie comme ça que notre village soit le plus beau, soit le plus reconnu de tous, mais ne soit pas fréquenté. Ça, c'est tout le paradoxe, tout le paradoxe du tourisme, finalement. C'est comme disait monsieur, le sujet, c'est l'équilibre. Et nous, notre problème maintenant, comme je dis, c'est l'attractivité. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ont un certain nombre de moyens financiers. Il n'y a pas que des milliardaires. Donc, il y a notre problème numéro 1 à Paris. Ce qui fait que les Parisiennes et les Parisiens, ceux qui veulent habiter, ont du mal à se loger, c'est qu'il y a 300 000 logements, donc 20% des logements à Paris, qui ne sont pas habités. Et ce n'est pas des meublés touristiques illégaux, c'est des résidences secondaires, des logements vacants. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se font plaisir, Paris est extrêmement attractif, qui se disent « je vais acheter, j'ai une Rolex, une Tesla, je m'achète un 2 pièces à Paris, un pied-à-terre où ils ne vivent pas. » Et la surtaxe sur les résidences secondaires n'est pas dissuasive. La surtaxe sur les résidences secondaires, je la connais bien, parce qu'elle a été créée suite à un bouquin que j'ai écrit avec Yann Brossa, et donc j'en ai été le porteur il y a 10 ans. Le sujet, c'est qu'elle n'est pas assez élevée, ça fait 12 ans qu'on dépose des amendements au projet de loi de finances pour l'augmenter. On a failli passer, parce que le problème globalement des résidences secondaires est plus important. En volume, c'est 300 000 à Paris pour 25 000 meublés touristiques illégaux, donc c'est 12 fois plus. Et globalement en France, c'est le problème numéro 1 par rapport aux meublés touristiques illégaux. Donc à Nice, dans la côte basque, ils ont le même problème que nous. Donc je suis élu du Parti communiste, donc y compris jusqu'aux sénateurs LR ont déposé les mêmes amendements que nous, qui ont été battus par le gouvernement. Et notre sujet, c'est de maintenant, pour desserrer le marché du logement, pour qu'on puisse beaucoup plus facilement trouver le logement à Paris, c'est de faire voter au Parlement, j'ai vu de nombreux ministres, etc., pour que d'ici le mois de novembre, on arrive et on pourrait regagner rapidement 100 000 logements à Paris. Alors, Vanguis Panayotis, on le voit, donc ça, c'est sur toute la France également, hein, c'est pas qu'à Paris. Est-ce qu'à un moment, tout de même, ça va pas... On le voit, aujourd'hui, on se tente d'organiser, mais ça crée quand même une tension locale qui est très forte, et notamment à un moment peut-être aussi un rejet des touristes. Vraiment peut-être aussi, il y a un moment, peut-être que ça rapporte de l'argent, mais peut-être qu'on ne voudra plus les voir. Est-ce que c'est ça aussi le risque? Je sais pas, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Là, j'entends depuis ces dernières semaines que les terrasses de cafés ou de restaurants sont vides, que les plages, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on veut réellement? On n'a plus de bassins miniers, on n'a plus d'industrie textile. Voilà, là, il reste le tourisme par chance, hein, parce qu'on ne va pas enlever le Mont-Saint-Michel ou d'autres qualités qu'on a en France. Hein. D'ailleurs, je vois le prix des vins de la Napa Valley qui augmente. Voilà, on a même sur des sujets qu'on pensait un peu protégés. Pour nous, les gens viennent nous challenger dessus, ça crée de la valeur. Donc je pense qu'il faut plutôt réfléchir intelligemment à mettre ça en valeur. Il faut éviter les débats stériles qui ne créent pas et qui sont là plutôt pour faire des oppositions. Je pense qu'effectivement, on va sortir de la France, quand on parle de Barcelone, les gens ont raison. Dans les Ramblas, les nuisances sonores, la propreté, c'est évidemment insupportable quand on habite localement. Donc là, il faut des mesures coercitives qui vont permettre de limiter ça. Et puis il faut choisir comment on veut se développer. C'est tout. Est-ce qu'on veut, quel positionnement on veut? Est-ce qu'on est une destination de masse et on veut accueillir massivement tout le monde? Ou est-ce qu'on veut sélectionner certains types de tourisme? Et voilà. Et chaque destination doit travailler son positionnement de façon intelligente. Voilà, un vrai dilemme encore qui n'est pas encore réglé. En tout cas, merci à vous trois d'être venus ce soir à 28 minutes pour débattre de ce sujet.